Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravie de vous accueillir pour cette dernière table ronde au terme de 10 jours de rencontre du développement durable. Le thème de cette table ronde, dans un monde chaotique, quels nouveaux modèles économiques nous tourne résolument vers l'avenir, vers la recherche de solutions concrètes et vers la mobilisation de tous les acteurs. Nous ne reviendrons pas sur les déclinaisons du chaos que tous ceux qui nous regardent doivent maintenant bien connaître, mais nous allons nous concentrer sur les nouvelles façons de produire, de consommer, de travailler et de se former, et qui se matérialisent notamment dans la mise en œuvre d'une véritable révolution industrielle, dans la volonté de relocalisation de certaines de nos industries, dans le développement de l'économie circulaire et dans l'éventualité d'une décroissance. Ce sont des questions qui peuvent entraîner très loin, jusqu'à imaginer bâtir un nouvel ordre mondial, ce que font implicitement les conférences des Nations Unies sur le climat et la biodiversité, en donnant des objectifs à respecter aux États. De telles ambitions impliquent une vision partagée de l'avenir de la part des États, donc des gouvernements, et aussi des entreprises, tous ces grands acteurs sans lesquels rien ne pourra bouger et qui sont également les principaux bailleurs de fonds de cette transformation. À l'heure où les prix de l'énergie flambent, où la pénurie de certains matériaux sévit, où la raréfaction de main-d'œuvre affecte des secteurs, quelle économie peut-on dessiner pour demain? Nous allons tenter de répondre à cette question avec nos invités. Valentina Carbone, vous êtes professeure à l'ESCP Business School sur le campus de Paris et co-directrice scientifique de la chaire Économie circulaire et business model durable. Vos travaux de recherche portent sur les enjeux de durabilité au sein des chaînes d'approvisionnement globales et sur l'émergence des champs de l'économie collaborative et circulaire. Alors, Pascal Durand, est-ce qu'il est avec nous? Oui. Bonjour Pascal, vous nous entendez bien? Je vous entends parfaitement, bonjour. Voilà. Bonjour, alors vous êtes avocat de métier, depuis 2014 député européen. À ce titre, vous vous êtes engagé dans plusieurs sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur et qui découlent aussi de votre sensibilité écologiste. Donc, parmi ces sujets, on a l'obsolescence programmée, le bien-être animal, mais aussi la transparence de la vie publique, la lutte contre l'évasion fiscale et actuellement l'harmonisation de la notation extra-financière en Europe. Nous y reviendrons bien entendu. Moustapha Kamal Gueye, vous êtes actuellement le coordinateur mondial du programme pour les emplois verts à l'Organisation internationale du travail à Genève. Auparavant, vous avez mis en place les services consultatifs sur l'économie verte au programme des Nations Unies pour l'environnement. Et puis, dans le cas de l'Institut des stratégies mondiales sur l'environnement, au Japon, vous avez passé 12 ans à sillonner l'Asie. Avant cela, vous étiez en Afrique pour la FAO, où vous êtes penché sur la gestion des pêcheries en Afrique de l'Ouest. Donc on peut dire que vous avez vraiment une vision globale de tous les enjeux sociaux et environnementaux dont nous allons débattre. Emmanuelle Ledoux, vous êtes directrice générale de l'Institut national de l'économie circulaire. Alors l'objectif de l'Institut, non seulement en France mais en Europe, c'est notamment en abordant cette thématique de façon transversale et sectorielle de la faire progresser à tous les échelons. Patricia Savin, vous êtes avocate, associée du cabinet DS Avocats et responsable du département environnement et développement. Et vous êtes également présidente d'Oré, une association qui réunit des entreprises, des collectivités, des associations en vue de convaincre de changer de modèle de développement. Et François Tadei, donc vous êtes docteur en génétique, directeur de recherche à l'INSERM. Vous avez reçu de nombreux prix scientifiques. Vous êtes un spécialiste reconnu de l'évolution et vous militez pour des approches interdisciplinaires, tant dans la recherche que dans l'éducation. C'est pourquoi vous avez co-créé le Centre de recherche interdisciplinaire à Paris pour explorer et promouvoir de nouvelles manières d'apprendre, d'enseigner et de faire de la recherche. Voilà, donc nous avons un panel très riche et diversifié qui va nous permettre d'aller au fond de toutes ces questions. Alors, Valentina, je vais me tourner vers vous d'abord parce que, en fait, vous allez nous apporter sur ce plateau à la fois une expertise académique et puis surtout aussi une façon concrète de voir les choses puisque dans le cadre de votre chaire, vous étudiez la diffusion des bonnes pratiques dans l'univers managérial. Donc, il y a plusieurs tendances de fond qui se dessinent, globales, locales, la montée en puissance de l'économie circulaire, l'avènement aussi d'une économie de la sobriété.
voire de la frugalité, voire de la décroissance. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire toutes ces grandes tendances à l'œuvre, nous planter un petit peu le décor pour qu'on puisse brièvement démarrer ce débat? Merci Françoise, lourde tâche que d'aborder ces trois thèmes qui chacun mériterait qu'on y débatte longtemps. Mais effectivement, je veux bien me prêter à jouer ce rôle. D'abord, il est certain qu'aujourd'hui, à l'époque de l'Anthropocène, le diagnostic a été déjà fait, on l'a dit, on ne va pas y revenir, il est certain que les chaînes de valeur globales sont considérées comme l'une des causes principales de la nature extractiviste, parfois de prédation sur les ressources naturelles, mais aussi sur les ressources travail partout dans le monde. Donc il est certain qu'il y a une certaine convergence dans le monde des experts, des intellectuels. Il suffit de penser même à l'un des derniers livres de Bruno Latour qui dit « Où atterrir ?» Cette idée que l'atterrissage, être en contact avec un contexte local, ancré, permettrait de s'attaquer à beaucoup des méfaits des chaînes de valeur globales, au niveau environnemental et social. Néanmoins, moi, j'aimerais qu'on prenne en compte le fait qu'une analyse simpliste de cette tension pourrait nous amener à tomber un peu dans des idées reçues. Donc je pense que ce sont des questions multidimensionnelles, qu'il ne faut pas oublier d'analyser la portée géopolitique, parce qu'on parle beaucoup de relocalisation aussi dans le milieu politique en France, mais aux États-Unis, Biden, la première chose qu'il a faite quand il a été élu, a été un diagnostic des vulnérabilités de toutes les sources d'approvisionnement des États-Unis. Donc, un jeu géopolitique, un jeu sûrement économique, parce que si les chaînes de valeur globales existent, c'est que la grammaire de nos systèmes économiques, il y a un livre qui est très intéressant, Patel et Moore, qui ont écrit un livre en disant l'histoire du monde en s'appuyant sur 7 cheap things, choses pas chères. Travail, nature, alimentation, et les autres 3 ou 4, vous venez venir à la suite. Et donc, en fait, la question économique est essentielle. Si la grammaire reste celle qu'elle est aujourd'hui, je trouve que c'est un peu naïf de penser que cette relocalisation peut avoir lieu d'une façon spontanée, naturelle, sans créer de fiction. Et bien sûr, c'est ce qui m'intéresse le plus, il y a les 2 dimensions sociales et environnementales. Alors ça, on va y revenir. Donc ça, on va y revenir et tout ça. Mais donc, pour moi, la trame de fond, c'est de dire, essayons de creuser davantage cette dialectique entre local et global en utilisant ces différents leviers. Un autre concept et une autre idée qui a le vent en poupe, il suffit de regarder les politiques européennes, mais même les récentes lois françaises, c'est l'économie circulaire. Eh bien, l'économie circulaire serait en train de remplacer l'économie linéaire, probablement, c'est ce qu'on souhaite quand on en voit un peu les finalités positives, mais l'économie circulaire est aussi peut-être un autre mot qui est en train de remplacer le développement durable comme concept, la responsabilité sociale de l'entreprise, et c'est un peu sa caractéristique. C'est un autre mot valise, c'est-à-dire il y a autant d'économie circulaire, de façons de s'y prendre, que d'expérience sur le terrain. Donc la vraie question pour moi qui reste encore à débattre, entre les approches très technologiques versus les approches très frugales, très émergentes, les approches centrées que sur le recyclage, par exemple, ou sur l'économie de la fonctionnalité, la vraie question va être, est-ce que l'économie circulaire rime toujours avec plus de soutenabilité? Pour moi, c'est une question clé à garder en tête, parce que c'est comme si on s'était maintenant emballé que l'économie circulaire, ça va être la solution à tous nos problèmes. Donc, question à creuser. Et enfin, the big elephant in the room, la décroissance, parce qu'on lui a trouvé plein de jolis noms qui passent mieux. Frugalité, heureuse, encore mieux. Sobriété, heureuse. Frugalité, tout ça. Mais finalement, depuis les années 60, et je dirais depuis 72, avec le rapport Midos du Club de Rome, la vraie question qui soulève encore plein de débats, c'est celle sur la décroissance. Et c'est bien que ça clive. Elle est chargée normativement, cette notion. Il y a des luttes idéologiques derrière, mais au moins, ça nous fait débattre et ça met vraiment au centre de la table une question centrale qu'on peut aujourd'hui peut-être analyser plus à l'aune des limites physiques planétaires en essayant de déplacer un peu le curseur de ces questions idéologiques vers des questions vraiment tout simplement de limites planétaires. Donc voilà, j'ai relevé ce défi, mais je pense que j'ai ouvert plus de pistes que donné de réponses. C'est très bien. Alors, Mustapha, je me tourne vers vous. En fait, vous faites l'interface entre l'agenda OIT et l'environnement.
Donc, je rappelle que l'OIT, c'est une agence spécialisée de l'ONU qui contribue notamment à l'émergence de nouvelles règles internationales du travail, donc un côté normatif, avec un credo qui est de faire avancer la justice sociale et promouvoir le travail décent. Donc, on vient de voir qu'il y avait beaucoup d'enjeux. Notamment dans ce cadre global, local et de relocalisation que certains pays industrialisés souhaitent mener. Vous avez des discussions tripartites donc, au niveau international entre des employeurs, des gouvernements, des travailleurs. Comment est-ce que c'est perçu ces grandes tendances? Alors, le premier point important, c'est que nous sommes sur des problématiques qui ont une échelle mondiale. Donc, c'est ce concept de village planétaire. Et pour le monde du travail, les acteurs du monde du travail, qui sont les représentants des gouvernements, des organisations syndicales et du patronat, il y a quelque chose qui est devenu très clair, qui est que l'agenda pour promouvoir le travail décent et faire avancer la justice sociale ne peut pas être disconnecté des autres agendas et des transitions qui se passent dans le monde écologique et dans le domaine technologique. Et donc, ce qui fait qu'au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de discussions au niveau de l'OIT sur cette interaction entre l'agenda pour le travail décent et le développement durable de manière générale. L'OIT a mis en place en 2019 une commission globale pour le futur du travail qui a débouché sur une déclaration du centenaire de l'OIT qui en fait met ensemble toutes ces problématiques. Alors, il y a deux éléments qui sont importants et qui émergent. Le premier, c'est qu'il faut connecter les agendas et d'une manière générale, c'est ça l'agenda 2030 pour le développement durable, recentrer les dimensions sociales, économiques et environnementales du développement durable. Et deuxièmement, les processus. Les processus sont importants parce qu'il ne s'agit pas d'un agenda simplement pour les gouvernements. Il faut que les acteurs du monde du travail, de l'économie réelle, les entreprises, les organisations syndicales puissent participer à ce processus. Donc, ça fait qu'il faut de plus en plus renforcer ce dialogue social qui existe déjà dans beaucoup de pays, mais qui, dans le passé, a été plus ou moins confiné aux questions économiques, aux questions sociales, mais sans forcément connecter ces agendas. Donc là, nous parlons d'un dialogue social autour de la transition écologique, technologique, mais en prenant en compte ces dimensions sociales et de pouvoir faire en sorte que tous les cadres réglementaires, les cadres multilatéraux qui existent au niveau de la Convention climat, au niveau de la biodiversité et l'agenda pour l'économie circulaire, prennent en compte ce besoin de dialogue social et de participation multi-acteurs. Donc, c'est des éléments qui émergent très clairement, mais on voit que faire avancer la justice sociale et promouvoir un travail décent pour tous doit être connecté avec d'autres agendas et c'est devenu très clair dans le contexte de l'OIT. Alors c'est une belle feuille de route, on va y revenir tout à l'heure. Puisque vous évoquez les cadres réglementaires, je voudrais interroger donc Pascal Durand, puisque vous êtes député donc européen, comme on le disait tout à l'heure, et vous avez été rapporteur d'un rapport sur la gouvernance d'entreprises durables, rendu à la Commission européenne en 2020, et aujourd'hui vous êtes auteur d'un rapport qui est en cours d'adoption donc au Parlement sur la refonte du reporting extra-financier en Europe. Alors, une question un petit peu générale, je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que la fabrication de normes permet de façonner un monde nouveau? C'est une très belle question. Vous savez, ça me rappelle mes cours de philo du droit. Est-ce que le droit précède la société ou est-ce qu'au contraire il l'accompagne? Parfois, est-ce qu'il est en retard? Moi j'ai tendance à considérer, sans vraiment trop approfondir le débat, que le droit a vocation à accompagner et à encadrer, mais à encadrer quelque chose qui est accepté par la société. Et tout ce qui a été dit avant mon intervention et que évidemment je partage, démontre qu'il y a une évolution très très forte de la société, une prise en compte. Alors d'abord une prise en compte physique, parce qu'on parlait tout à l'heure de la limitation des ressources, du fait qu'on
qu'on ait surexploité la planète et bien entendu, c'est une évidence. Donc la question de la croissance derrière les mots, est d'abord liée à une notion purement physique. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez. Pour continuer sur le chemin, effectivement, ce qui a été dit dans le rapport Miloz, de manière peut-être parfois un peu excessive, mais en tout cas, ou anticipée, mais globalement était juste et avérée, c'est-à-dire qu'on se trouve confronté à un problème, non pas simplement de répartition équitable des ressources, qui était la base de la justice sociale, mais maintenant de gestion de la ressource en elle-même, des pénuries et des crises. Juste pour un mot sur l'accompagnement, l'économie circulaire est un des éléments d'une économie peut-être plus durable. Après, pour moi, elle ne se confond pas du tout avec, je pense que ce n'était pas l'objet d'ailleurs, mais avec la question du développement durable en général, ou du moins dans sa définition historique, parce que le pilier social est absent de la définition actuelle et des pratiques et d'encadrement de l'économie circulaire. Or, il n'y aura de société durable, ça a été dit, qu'à partir du moment où on trouve cet équilibre entre les questions de production, de consommation, de déplacement, etc., et les questions sociales et environnementales. C'est la force de l'Union européenne. Et puisque vous me posez la question du législateur, le législateur, il a d'abord vocation à avoir une vision du monde dans lequel nous sommes et dans lequel nous voulons aller. Et il doit le faire avec des piliers. Et les piliers des objectifs du développement durable sont des piliers extrêmement importants pour l'Union européenne. Ça ne l'est pas nécessairement dans le reste de la planète. Les États-Unis, tout à l'heure, et vous le disiez, les investisseurs, par exemple, prennent en compte de manière essentielle ce que l'extérieur peut faire sur l'entreprise. Et c'est ce qu'on appelle les externalités par rapport à l'appréciation qu'ils ont des entreprises. Nous voulons développer en Europe une double matérialité, c'est-à-dire pas simplement ce que les ressources peuvent entraîner sur la gestion, la réputation, etc., mais également ce que l'entreprise fait à l'égard de la planète, à l'égard des droits humains. C'est toute la question du reporting extra-financier, c'est-à-dire c'est de prendre en compte aussi les questions sociales, les questions de droits humains, les questions d'exploitation, pas simplement des ressources, par exemple en Amazonie, mais de la destruction des habitats des populations indigènes, de leur extermination aussi, quasiment réelle, physique. Donc voilà, c'est ça que le législateur doit faire, c'est avoir une vision et essayer d'accompagner. Et oui, les normes participent, la justice, les normes participent de la mise en œuvre d'un monde plus juste, plus équitable et surtout plus durable. Alors, donc, effectivement, donc, la dotation extra-financière, elle va intégrer à la fois des aspects environnementaux et des aspects sociaux, hein, c'est ce que vous venez de dire. Et quelles sont les conséquences, j'allais dire concrètes, que vous attendez en termes de modification de comportement des entreprises ? Alors ça aussi, c'est une question majeure. D'abord, encore une fois, on n'y arrivera pas sans les entreprises. C'est-à-dire qu'on peut normer, et je reviens à ce que je disais au départ, on peut normer d'une manière stricte s'il n'y a pas d'adhésion à la fois des acteurs économiques, mais de tous, hein, c'est-à-dire de l'ensemble des parties prenantes, aussi bien les consommateurs que les syndicats, que les entreprises elles-mêmes et les investisseurs. On va échouer, parce qu'il va y avoir des résistances, des blocages, des détournements de la loi, on échouera. Donc, déjà, la première chose, c'est qu'il faut qu'on ait cette volonté de la part des entreprises de pouvoir intégrer leur action dans un environnement beaucoup plus social, mais au sens société du terme. Alors, je sais qu'on dit sociétal, moi, c'est un peu compliqué à expliquer ce mot. La réalité, c'est que l'entreprise, avant, quand moi j'étais étudiant en droit, l'entreprise c'était je mets en commun des pertes et des bénéfices. On essaye de faire en sorte que ça soit plus des bénéfices que les pertes. Et globalement, c'est le rôle de l'entreprise d'arriver à développer ça, son business, de faire de l'argent, d'employer des gens, etc. et de les payer. Ça, c'est un monde qui est maintenant derrière nous. On a maintenant pris en compte que les États seuls, par exemple, ne vont pas pouvoir, pardon, je rentre dans le noir, voilà, les États seuls ne vont pas arriver à faire en sorte que la durabilité soit prise en compte à tous les niveaux. Donc on doit le mettre également comme une action des entreprises. Et dans l'action des entreprises, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà commencer par leur demander de réfléchir et donc de reporter, exactement comme pour les éléments financiers, de reporter ce qu'elles font
ou ce qu'elles veulent faire, ou ce qu'elles vont faire sur des questions, je répète, les questions environnementales bien sûr, pas simplement les questions liées à la pollution directe, mais aussi sur les questions climatiques, sur les questions de transport, sur les questions de mobilité en général, mais pas que, sur leurs fournisseurs, sur leurs ressources, mais aussi sur les questions sociales. Comment, par exemple, on fait en sorte que le travail des enfants que nous avons interdit à juste titre en Europe, l'esclavage que nous avons à juste titre interdit en Europe, ne soit pas demain réimporté, notamment par des entreprises européennes, qui continueraient, elles, à faire travailler des enfants ou des travails forcés de X ou Y, ou détruiraient, comme j'ai vu tout à l'heure, des habitats et déforesteraient des zones entières de la planète. Pour se donner bonne conscience, elles ne le feraient plus chez nous, et par ailleurs nos lois ne l'autorisent pas, mais elles le feraient à l'extérieur. Donc notre rôle, en tant que législateur, c'est d'essayer de faire en sorte que la durabilité, les nôtres, celle de l'Européen lambda, soit également respectée au Bangladesh, au Brésil ou en Chine. Et juste pour terminer, sur un plan pratique, moi je ne sais pas comment imposer au gouvernement chinois un certain nombre de règles, notamment d'adhérer à des protocoles de l'OIT, même si ça va certainement se faire au fur et à mesure. En revanche, moi je sais pouvoir imposer à un certain nombre d'entreprises européennes ou qui opèrent en Europe, même si elles n'ont pas la nationalité européenne, je sais leur imposer le fait de ne pas importer de produits qui auront été produits par des enfants, par des esclaves, etc. Ça, on sait faire, et donc c'est une des clés, pas la seule, mais c'est une des clés d'entrée d'une transformation du monde dans lequel nous vivons. Très bien. Alors, Pascal Durand, vous avez évoqué la nécessaire adhésion de l'ensemble des acteurs. François Tadei, vous êtes un promoteur notamment de la société apprenante et de favoriser le dialogue entre tous. Comment vous voyez les choses pour permettre cette adhésion? Je pense qu'il y a une partie des acteurs, c'est les plus jeunes d'entre eux. On en a parlé très vite en parlant des droits de l'enfant et du fait qu'ils n'étaient pas censés travailler aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'ils se mobilisent spontanément. C'est les derniers non-citoyens. Hein. Mesdames, vous êtes les avant-dernières non-citoyennes, mais les enfants sont les derniers non-citoyens. Et ils ont pas donc un citoyen, il pèse sur le droit, il pèse sur les décisions collectives, parce qu'il peut voter, parce qu'il peut avoir le droit de s'exprimer. Donc les enfants ne peuvent pas s'exprimer en tant que citoyens. Néanmoins, on voit bien qu'ils se mobilisent spontanément dans la rue. Les jeunes ne veulent plus rejoindre des entreprises qu'ils considèrent comme trop polluantes. Donc il y a une pression de la jeunesse qui est aussi très active sur les réseaux sociaux, qui est très active dans les campagnes de boycott, etc. Donc on voit bien que si une entreprise ou un État veut être en accord avec sa jeunesse, et aujourd'hui on a 76% des jeunes qui voient l'avenir avec angoisse. C'est quand même particulièrement inquiétant, et en tant qu'adulte ou en tant qu'éducateur ou en tant que parent, on ne peut que s'interroger sur cet état de fait. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que tous les acteurs, y compris les jeunes et les moins jeunes, de manière intergénérationnelle, trouvent un accord? Et c'est compliqué parce qu'on voit bien que ceux qui seront morts en 2030 ou en 2050 ou en 2100 ont moins d'intérêt à ce qu'on préserve le climat ou l'environnement que ceux qui seront certainement là, pour peu que la planète soit encore suffisamment vivable. Donc il y a quand même des vrais enjeux. Et l'UNICEF, par exemple, nous explique que l'espérance de vie des générations nées au XXIe siècle ne sera pas celle de nos générations à nous. Parce que, effectivement, la pollution, le changement climatique, mais aussi l'obésité, les addictions à tout un tas de produits, y compris les produits digitaux, mais aussi tout un tas d'autres produits, sont une vraie raison de mettre en danger la santé des plus jeunes. Et comment on fait passer les messages alors? Donc il faut arriver à se former à tous les âges de la vie sur ces sujets. Et par exemple, ce qui a été montré, c'est que si vous formez des jeunes, ça va avoir un impact sur leurs parents.
Et en fait, si vous formez une fille, ça va avoir beaucoup d'impact sur son père en particulier. D'accord? Donc, c'est une des manières de faire évoluer les mentalités, c'est celle-là. Parce qu'effectivement, le côté, il faut s'intéresser aux générations qui viennent. Tout d'un coup, on en prend tous pour notre grade dans ces discussions intergénérationnelles. Et donc, il faut à la fois former les jeunes et les moins jeunes, et il faut créer de nouveaux espaces de débat. Donc, si on prend le premier espace du débat assez connu, en dehors du coin du feu dans la caverne, c'est l'agora des Grecs. Mais c'est le lieu où s'échangeaient les biens, c'est le lieu où s'échangeaient les idées, c'est le lieu où se prenaient les décisions, c'est le lieu où une bonne partie du package qui a été réinventé par les Lumières, éducation, sciences, démocratie, philosophie, art, capacité à prendre ensemble des décisions et à inventer la notion de citoyenneté, ont été inventés une première fois, à l'échelle de la cité. Les Lumières l'ont fait à l'échelle de la nation. Alors. Il faut des agoras partout, mais on ne peut pas dire que les réseaux sociaux soient la plus belle des agoras. Et les salons du 18e ont été capables de faire grandir les Lumières. On n'était pas tous éclairés ni au début ni à la fin des Lumières. Hein. Et puis, encore une fois, tout le monde n'a pas été nécessairement défendu à ce moment-là. Hein. Les droits de l'homme, ce n'était pas les droits de la femme, juste pour donner cet exemple-là. Mais donc les Lumières n'étaient pas si inclusives. Mais comment est-ce qu'on réinvente la citoyenneté locale, nationale et globale? Et comment est-ce qu'on est capable de prendre des décisions locales, nationales et globales qui soient aussi alignées que possible sur l'intérêt général, y compris celui des prochaines générations? Et ça, on n'a pas encore le cadre pour le faire. Mais on bénéficie, Athènes avait l'écriture, les Lumières avaient l'imprimerie, aujourd'hui on a le digital, donc on a des technologies qui, si elles sont utilisées intelligemment, peuvent promouvoir l'intelligence collective et la décision collective. Le problème, c'est que les réseaux sociaux promeuvent la bêtise collective. Et donc, l'intelligence artificielle peut être mise au service de la bêtise collective et la démocratie américaine, par exemple, rentre dans sa deuxième vie au sens où Confucius le définissait. Confucius disait on a deux vies, la deuxième commence quand vous savez que vous n'en avez qu'une. Donc la démocratie américaine a découvert qu'elle rentrait dans sa deuxième vie. Mais la démocratie française n'est pas forcément en bien meilleure santé. Donc quand on élit Trump après Obama, qui on élit après Macron est une question ouverte, pour donner juste une question d'actualité très française. Donc cette capacité à se réinventer est très importante, mais ça suppose qu'on réinvente des agoras où on puisse débattre simultanément des échanges économiques, des débats démocratiques et des décisions scientifiques, éthiques, politiques dont on a tous besoin pour vivre ensemble de manière durable. Et ça, malheureusement, on n'a pas encore inventé ça. Alors, est-ce que la nouvelle génération sera capable de le faire? Est-ce qu'on est capable, de manière intergénérationnelle, de se donner les moyens d'aborder ces sujets? Est-ce qu'on est capable de s'éduquer les uns les autres sur ces thématiques-là? Est-ce qu'on est capable de regarder le meilleur d'hier et ce qu'aujourd'hui a à nous donner pour se projeter vers demain? Je pense qu'on a des enjeux collectifs qui ne sont pas simples, mais où on a besoin d'apprendre les uns des autres de manière intergénérationnelle, de manière interculturelle, et de s'interroger sur d'où on vient, où on est et où on va. C'est encore un beau programme. Alors moi, je vais revenir sur l'économie circulaire, hein, puisque Valentina, vous l'aviez cité tout à l'heure comme étant un des modèles possibles futurs de développement économique. En fait, il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui s'astreignent à augmenter les cycles d'utilisation de la matière, à réduire leurs externalités négatives. On dit qu'à terme, en France, on parle de 500 000 emplois et de 2,5% du PIB. On y reviendra. Est-ce que c'est en bonne voie ? Alors déjà, comme je le disais en introduction, il y a différentes façons de faire l'économie circulaire. Et donc, il faut vraiment essayer de creuser, de décortiquer les différents modèles, les différentes approches, parce qu'il faut quand même s'étonner que tout le monde soit d'accord que l'économie circulaire, c'est une chose qui va nous amener dans le monde d'après. Il faut dire que la vision de l'économie circulaire, par exemple, qu'on voit dans le Green New Deal, c'est une vision très technocentrée, très portée par l'innovation technologique et tout ça. Donc, il n'est pas étonnant que les entreprises, les grandes entreprises, disent « Ah oui, oui, il faut y aller, il faut y aller ». Mais je ne suis pas sûre que cela remette forcément en discussion les présupposés qu'on a mentionnés tout à l'heure, qui nous mènent un peu droit dans le mur avec l'extractivisme et tout ça. Je ne suis pas sûre que l'économie circulaire considérée comme purement de l'innovation technologique super performante qui prône le découplage de l'utilisation de la ressource dès la croissance, sans remettre en discussion le volume total, soit vraiment le modèle bénéfique
En même temps, il y a d'autres modèles. Il y a les modèles plus sobres, plus émergents, du bricolage, de l'entreprise. Et ça, surtout dans les autres pays, dans les pays du Sud, quand aujourd'hui on arrive, nous, dans les business schools et on fait un cours sur l'économie circulaire, j'ai des réactions qui me disent « Mais madame, c'était notre modèle d'avant. Vous nous avez vendu votre modèle productiviste et maintenant vous voulez qu'on revienne en arrière. » Bon, mais il y a aussi des choses intéressantes qui se passent aujourd'hui ici, en Europe et en France. Je vais donner l'exemple de la France, qui est quand même pionnière avec la loi sur l'économie circulaire, avec l'histoire de la réparation. Le droit à la réparation des produits, le fait qu'aujourd'hui on a un indice de réparabilité. Pourquoi c'est intéressant? Parce que là, on vient aux sources. On essaie de prolonger le plus possible la vie des produits. Donc, on allège énormément la pression sur les ressources. Et en même temps, il a été dit que l'économie circulaire n'est pas liée forcément à l'enjeu social, mais on voit très bien qu'avec le paradigme de la réparabilité, on doit aussi créer des réseaux de réparateurs, on doit créer, donc revenir à un type de travail qui soit un travail qui nécessite de beaucoup plus de main-d'œuvre. Donc ça, c'est intéressant. Mais je veux utiliser encore cet exemple pour dire que pour que l'économie circulaire aboutisse avec ses impacts positifs, il faut que tous les leviers marchent en même temps. Et là, avant-hier, j'ai lu dans Le Monde qu'une super mesure qui avait été mise en place par la loi, qui est le fonds de réparation, qui servirait à financer le 20% du coût de la réparation des produits. On sait très bien que la barrière psychologique des consommateurs, c'est autour de 30%. Donc, 20% déjà, ce n'était pas gagné. Il semblerait que ce fonds va être divisé par 2. Et là, si on a une très belle loi, et après, dans les décrets de mise en œuvre, on appauvrit les fonds qu'on va consacrer à cette loi, là, je pense qu'on fait 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Donc ça, je voulais donner cet exemple pour dire que oui, il y a des modèles économiques pour lesquels il faut s'engager, il faut travailler. Seb, Darty ont été des pionniers dans ce modèle de la réparation, mais après, ils peuvent marcher. Ils peuvent marcher, ils peuvent créer de l'emploi, ils peuvent alléger le backpack, le sac à dos écologique des ressources qu'on sait très bien que correspond à des dizaines de tonnes, de centaines de tonnes de matière pour un téléphone portable, par exemple. Mais il faut que tous les acteurs, pour revenir à cette démarche systémique, jouent le jeu. Et nous, les consommateurs, effectivement, nous avons notre rôle à jouer. On parle souvent de la disponibilité à dépenser davantage. Je pense qu'on est aussi un peu habitué à que tout vienne chez nous. Moi, je viens de la logistique, donc cette livraison à domicile, les services plus simples. La réparation entraîne quand même un effort. Il faut prendre son produit, il faut aller le réparer. Et donc ça, en tant que consommateurs gâtés occidentaux, on devrait aussi récupérer peut-être un peu de notre temps pour que ces nouveaux modèles adviennent. Emmanuel, alors à l'Institut d'économie circulaire, vous avez une véritable tour de contrôle de ce qui se passe en matière d'économie circulaire en France. Qu'est-ce que vous répondez à ce propos et quels sont les freins en fait aujourd'hui? Non, effectivement, moi j'aime bien l'entrée par la réparation parce que ça montre quelque chose qui est assez fort en matière d'économie circulaire. C'est qu'au fond, on est tous un peu d'accord. La loi dont on vient de parler, elle s'appelle Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Il n'y a pas d'association de promotion du gaspillage. Avec la crise sanitaire, au moment où tout le monde était en train de sauter sur sa chaise en hurlant réindustrialisation, on voit bien qu'on était dans un bel unanimisme. Et sur l'ensemble de ces sujets, tout le monde est d'accord. On veut tous des grille-pains réparables. On veut tous être en capacité, en tout cas sur le papier, comme norme sociale, d'acheter du réemployé. On veut que les filières se transforment. Et pour autant, alors même que, encore une fois, moi je ne connais pas de politique, je ne connais pas d'industriel qui s'exprimerait en disant nous, notre objectif, c'est d'extraire au maximum, de gaspiller, etc. Et puis derrière, de pourrir la nature pour 17 générations. Voilà. En tout cas, personne ne l'affirme comme ça et ce n'est jamais une volonté. Alors pour autant, pourquoi on n'y arrive pas? Et c'est là où la question des freins se pose. Alors les freins, on l'a déjà évoqué, les freins ils peuvent être réglementaires. Alors on avance. Moi je serais un peu plus peut-être optimiste que Monsieur Durand, à savoir je pense que la loi elle peut parfois tirer aussi la société, ou en tout cas accompagner peut-être en avance de phase des évolutions qui sont
nécessaires. En tout cas, en matière économique, pas forcément dans d'autres secteurs, mais là, on voit bien qu'il y avait besoin peut-être de cette petite piqûre de rappel pour que ça aille vite et pour que les sujets avancent ensemble. Le frein, il est économique, ça a été dit. En l'état, l'économie circulaire, c'est plus cher dans pas mal de domaines. Donc paradoxalement, j'achète du vieux, ça me coûte plus cher que le neuf. C'est potentiellement un petit peu contre-intuitif, mais ça joue évidemment dans la transformation des modèles. Donc là encore, la loi, elle a son rôle à jouer, parce que c'est aussi plus cher, parce que l'offre, elle n'est pas là. Donc quand la demande s'exprime, l'offre ne répond pas, le temps que l'offre se crée, la demande n'est plus là, etc. Donc on a vraiment ce besoin d'accélérer à ce niveau-là. Un autre frein dont on parle assez régulièrement, il est assurantiel. Alors bon, peut-être pas rentrer dans les détails là, mais je sais pas, en prenant l'exemple, je suis maire d'une ville, je transforme je rachète des panneaux de basket plutôt que d'acheter du neuf, je vais aller vers du réemployé, ça tombe sur un gamin, voilà, qui est responsable, qui paye, etc. C'est normal que ça pose quand même aussi un petit peu question. Alors là, c'est des sujets qui avancent, mais qui avancent pas forcément assez vite. Et c'est important qu'à la fois les entreprises, le législateur, le consommateur aussi se positionnent pour que ça aille plus vite. Et enfin, le dernier frein, enfin en tout cas ceux qu'on évoque, il y en a sans doute d'autres, c'est celui de la transformation du comportement qu'on a largement déjà évoqué, mais qui est compliqué, quoi, parce que le comportement individuel, au fond, tout le monde est prêt à changer, en tout cas pour ce qui se voit. C'est pour ça que, par exemple, quand on regarde dans les thématiques, les filières dans lesquelles ça avance bien, tout ce qui est contre le gaspillage alimentaire, ça, on a des réponses. Parce que le gaspillage alimentaire, ça choque. Enfin, c'est évident. Il y a un effet de vase communicant. On va mettre de la nourriture qui aurait pu être consommée, si ça avait été dans les temps, ou qui pourrait encore être consommée à la poubelle, tandis que des gens n'ont pas assez à manger. Évidemment, quand le sujet de gaspillage, il est dans, je ne sais pas, les matériaux de construction, l'imaginaire n'est pas le même. On n'est pas choqué pareil, mais pour autant, les impacts sur la planète sont là aussi. Donc ça, il faut apprendre à regarder un peu partout et par rapport peut-être à ce que disait Valentina dans son introduction, l'économie circulaire, ça va être beaucoup de réponses, mais c'est surtout beaucoup de questions. Et filière par filière, secteur par secteur, territoire par territoire, l'objectif est vraiment de réinterroger nos modes de production, nos modes de consommation. Les réponses ne seront pas les mêmes partout. Je ne sais pas, si on pense par exemple gestion des déchets, ça ne va pas se passer pareil à Strasbourg qu'à Marseille, qu'à La Rochelle, qu'à Bordeaux. Enfin, les matériaux de construction, ce n'est pas les mêmes partout. Mais l'idée, c'est vraiment de réinterroger alors à la fois nos modes de fonctionnement de citoyens, mais aussi dans l'entreprise, mais aussi de consommateurs, pour voir comment partout, cette question de la ressource, elle peut être mieux prise en compte dans nos processus, encore une fois, de production, mais également de consommation. Alors, Patricia Savin, c'est ce à quoi vous travaillez, vous, en fait, au sein d'Oré, avec vos membres, vos entreprises. Est-ce que vous pouvez rentrer peut-être un peu plus encore dans le concret et nous expliquer un petit peu comment travaillent ces entreprises? Oui, tout à fait. Merci. Alors, nos adhérents, entreprises, collectivités locales, bien évidemment, adhèrent au modèle d'économie circulaire. Il y a une approche de bon sens. L'économie circulaire, c'est d'abord du bon sens. C'est ce que faisaient les anciens dans leur recyclerie. Et à cet égard, il y a une définition assez partagée qui consiste à dire que l'économie circulaire, c'est d'abord une démarche multi-acteurs. Ce n'est pas chacun dans son coin. Les territoires sont très importants, les collectivités locales aussi. Donc c'est une démarche multi-acteurs. Territoriale, ça a été dit, c'est à l'échelle d'un territoire. Avant, on parlait d'écologie industrielle et territoriale. Pense à un écosystème intelligent. C'est une démarche systémique et mutualiste. Donc, une fois qu'on a intégré cette dimension de l'économie circulaire, tous les acteurs économiques ont conscience des défis à relever, que ce soit le défi de l'épuisement des ressources naturelles, le défi de l'érosion de la biodiversité, le défi du réchauffement climatique. Et en France, en tous les cas, la loi économie circulaire est assez intelligente de ce fait. C'est quand même, rappelons-le, le fruit de 2 ans de travaux, dans le cadre de la feuille de route économie circulaire, qui avait proposé 50 mesures. Le projet de loi qui avait été déposé, c'était 13 articles. Projet de loi déposé en Conseil des ministres, pour qu'au final, nous en ayons 130 articles, presque autant de décrets d'application. Et ça pose, bien évidemment, la question de l'effectivité d'une loi. Son opérabilité par les acteurs économiques.
Je pourrais revenir avec des exemples plus d'avocates. Mais si je reste sur les acteurs, les adhérents de Oré, avant de venir, j'ai un petit peu regardé quels étaient les freins et puis comment pousser ce modèle d'économie circulaire. Et l'une des premières réponses a été de prouver, de démontrer que l'économie circulaire crée de la valeur. Ça doit créer de la valeur humaine, sociétale, en termes de compétitivité, en termes d'innovation. Et nous sommes en train de sortir au sein de Oré 8 livrets sur économie circulaire et création de valeur dans les différents champs que je viens d'évoquer, pour que aussi bien ceux qui sont convaincus, mais surtout les non convaincus, se disent « je ne fais pas de l'économie circulaire parce que c'est à la mode, mais je fais de l'économie circulaire parce que ça va me créer de la valeur, ça va renforcer ma marque employeur, ça va donner du sens à mes salariés qui travaillent chez moi ». Donc on a travaillé pendant 2 ans en groupe de travail sur quelle création de valeur liée à la mise en place d'un modèle économique dit d'économie circulaire. Ça, c'est le premier point. Le second point, tous nos adhérents nous disent qu'il faut absolument changer nos logiciels de pensée. Ne plus rester dans l'ancien monde avec le linéaire, la consommation, la production, je jette, mais alors on a retenu 6 termes. Le terme d'optimisation, de mutualisation, de fonctionnalité, plus l'usage que la possession du bien. Être consomme-acteur, mais non pas consommateur, consomme-acteur. La sobriété, et puis un terme intéressant, la désobsolescence. La désobsolescence n'est pas lutter contre l'obsolescence programmée, mais c'est même démontrer un allongement de la durée de vie des produits, qui est repris dans la loi économie circulaire. Et également, un point intéressant, on ne parle plus de démolition dans le BTP, on parle de déconstruction. Pourquoi ? Pour pouvoir reconstruire avec la mine urbaine et le réemploi et tous les enjeux d'assurabilité tels que cela a été évoqué. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point important, ça a été évoqué précédemment, c'est la comptabilité. Le rapport Notat-Sénard l'a bien dit, c'est-à-dire que la comptabilité actuelle n'est pas fidèle et ne reflète pas fidèlement les impacts environnementaux et sociaux des actions des entreprises. Tant que nous resterons sur une comptabilité purement financière, eh bien, tous ces enjeux, toutes ces démarches seront très intéressantes intellectuellement, commencent à être mises en œuvre par la pression de la loi, mais ne diffuseront pas suffisamment au niveau des comités de direction, au niveau des CODIR, d'où des travaux que nous menons sur d'autres modèles de comptabilité pour aller faire le triple capital. Le capital humain, capital environnemental et le capital financier. Il y a plusieurs modèles qui existent. Nous avions organisé un tribunal de génération future, nous avions mis en accusation Jacques Richard avec son modèle CARE, en disant qu'il prônait la marchandisation de la nature, qu'il prônait la désobéissance comptable, etc. Nous sommes persuadés, avec d'autres acteurs, la chaire Paris-Dauphine, WWF et de nombreux autres, qu'il faut pousser de nouveaux modèles comptables. Quatrième point, bien sûr, il faut flécher les investissements. Tant que des entreprises produiront des produits vertueux, éco-conçus, avec un sac à dos écologique réduit, et nécessairement un coût plus élevé, tant qu'il n'y aura pas de fléchage des investissements vers des entreprises vertueuses, peut-être qu'elles seront moins rentables à un moment donné, elles jetteront l'éponge, parce qu'elles diront non, c'est bien, on est vertueux tout seul et personne ne nous suit. Et sur ce point, je crois beaucoup, en tous les cas j'espère beaucoup, dans le règlement européen sur la taxonomie verte, qui fera obligation aux entreprises de justifier d'une part de leur chiffre d'affaires pour adresser l'un des 6 objectifs de la taxonomie verte. Et puis mon dernier point, mais qui n'est pas des moindres, c'est les achats responsables. Il faut absolument, à l'échelle de la France, alors c'est prévu plus ou moins dans la loi économie circulaire, j'attends de voir comment les décrets seront transposés, il faut absolument que la commande publique lance ce mouvement d'achat responsable, lance une dynamique, ça fait des années qu'on le dit, mais on est toujours au moins 10 ans. Et tant qu'on restera sur des achats au moins 10 ans, comment voulez-vous qu'un tissu économique vertueux prenne et se développe? Donc vous voyez, il y a 5 leviers qui en réalité se répondent et qui poussent tous vers changer le modèle économique, mais pas par un seul petit bout, un seul axe. On est sur de la pluridisciplinarité, c'est un point qui a été évoqué. Pluridisciplinarité, pluriaxe, pluri-entrée,
pour qu'il y ait une vision un peu macro avec toutes ces pièces du puzzle qui justement amènent à ce changement de modèle économique. Mais si on est sur une seule pièce du puzzle, à mon avis, ça ne marchera pas. Donc là, on a vu, effectivement, l'économie circulaire est plutôt centrée quand même sur tout ce qui est environnement, gestion de la ressource et du déchet. Il y a quand même tout cet aspect social à la clé, et je me retourne vers Mustapha. Donc, au niveau mondial, l'agenda 2030 des Nations Unies a fixé des objectifs de développement durable à atteindre, mais aussi bien, je dirais, dans les pays développés que dans les pays en voie de développement, on peut anticiper que cette transformation majeure qui est à l'œuvre va générer des pertes d'emplois. Et donc quand même des sujets de paix et de prospérité qui seront peut-être un peu plus compliqués à atteindre. Est-ce que à l'OIT, vous avez regardé un petit peu comment s'établissait le solde entre les emplois créés et les emplois perdus? Oui, tout à fait. Et moi, je vais dire déjà que dans la transition écologique, nous avons conçu ce processus comme un être humain avec deux jambes. L'une étant l'économie circulaire et l'autre, l'économie sobre en carbone. Parce qu'il ne faut pas oublier l'agenda carbone et climat. Donc, l'efficacité dans l'utilisation des ressources est une chose, mais il y a aussi la lutte contre le réchauffement climatique et l'agenda climat. Donc, nous avons fait un travail de modélisation récemment pour voir qu'est-ce qu'une transformation vers une économie sobre en carbone et circulaire pourrait avoir comme impact sur le monde du travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans un récit positif, c'est-à-dire que cette transformation économique et sociale pourra générer beaucoup plus d'emplois que nous aurons d'emplois détruits. Donc, nous avons vu globalement un potentiel d'ici l'horizon 2030 de 100 millions de nouveaux emplois, mais également une perte de 80 millions d'emplois. Et c'est surtout dans l'économie circulaire, parce qu'on va passer d'une économie extractive à une économie où on utilise beaucoup plus les matériaux qui sont déjà sur la surface de la Terre, qu'il s'agisse du métal et d'autres minéraux. Alors, la grande problématique, c'est que nous sommes dans une transformation qui, dans le long terme, même le moyen court terme, est positif pour l'économie, pour la société, pour les emplois, mais il faut gérer la transition parce qu'il y aura des transformations nécessaires pour les entreprises, pour les organisations syndicales, pour le marché du travail, les travailleurs qui font fonctionner l'économie et les entreprises. Il y aura certainement des besoins de transformation des métiers, de qualification, de requalification, de formation. Et donc, tous ces enjeux de transformation, que ceux qui pourraient perdre un emploi ou des revenus puissent être pris en compte. Et ça nous amène sur l'agenda de la protection sociale, la sécurité sociale. Et donc, ce n'est pas simplement une question technologique. Nous sommes sur un agenda véritablement économique et social. Donc, ce qui est intéressant en tout cas, c'est que, en termes de potentiel de création d'emplois, c'est maintenant très clair pour toutes les études que nous avons menées au niveau de l'OIT et dans d'autres cercles de réflexion, que c'est un récit positif. Nous sommes dans un scénario de créer des emplois en plus grand nombre et certainement de meilleure qualité. Mais j'aimerais revenir sur cette question de la qualité des emplois, parce que le travail décent n'est pas automatique dans l'économie circulaire. Donc, c'est une question de politique publique, de pratique au niveau des entreprises, mais c'est une dimension importante à prendre en compte. Ce n'est pas simplement la quantité des emplois qui importe, mais aussi la qualité. Bien sûr. Et est-ce que dans cette réflexion, est-ce qu'il y a une progression ou un amendement des règles qui régissent le droit du travail via l'OIT? Est-ce qu'on peut penser, par exemple, je crois qu'elles ne sont pas contraignantes, est-ce que demain, elles pourraient le devenir? Alors, je dirais que ce qui existe en ce moment au niveau de l'OIT pour appuyer, accompagner cette transformation écologique, c'est des principes directeurs pour une transition juste. C'est des principes directeurs qui ont été adoptés en 2015, disons, juste avant
la signature de l'adoption de l'accord de Paris sur le changement climatique, mais ce sont des principes directeurs, ce sont des orientations, ce ne sont pas des normes internationales du travail en tant que telles, des conventions et des recommandations à ratifier. Mais nous notons quand même que ces principes directeurs sont suivis de plus en plus par certains nombres d'États. Il est arrivé récemment que des États membres s'approchent du Bureau international du travail, dans le cadre d'une législation pour une transition juste, et d'avoir une consultation. Ça s'est fait récemment avec le Canada, qui est dans un processus d'une législation fédérale sur la transition juste. Donc, il y a un intérêt. Et en 2019, lors du sommet mondial sur le climat, 46 pays, dont la France, se sont engagés à mettre en place des stratégies, des politiques pour faciliter une transition écologique juste, c'est-à-dire prenant en compte ces dimensions sociales et s'assurer qu'on génère plus d'emplois et de meilleure qualité dans cette transformation économique et sociale. Donc, nous n'y sommes pas encore. Je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait s'orienter vers une norme internationale du travail dans ce domaine, mais évidemment, c'est la prérogative des mandants de tripartite de l'OIT. D'accord. Alors, Valentina, je vais me retourner vers vous. En fait, on voit que les courbes de consommation d'énergie et donc de croissance de CO2, car malheureusement la très grande majorité des énergies dans le monde sont encore carbonées, sont parfaitement corrélées en fait avec la croissance du PIB, et ce depuis à peu près 50 ans. Alors, ce qui fait dire à certains qu'enrayer le réchauffement climatique, ça ne peut pas se faire sans décroissance, le mot est lâché. Alors, est-ce que la décroissance peut constituer un modèle économique ? Effectivement, moi j'aime bien aborder le sujet de face, sans se donner des synonymes et tout ça. Donc, déjà, je pense, Paul Ariès, il avait écrit ce livre en 2015 sur la décroissance, et il disait, la décroissance, ce n'est pas un faiseur de programme, mais c'est un concept qui met hors jeu certains programmes. Et ça, c'est intéressant pour moi, parce qu'on l'a vu dans tout ce qu'on vient de dire, les chaînes de valeur globales ont un modèle économique gagnant. Gagnant pour les entreprises qui ont des coûts qui sont visibles, des profits qui sont tout à fait au rendez-vous, mais parce qu'il y a des coûts qui sont invisibles. Et on revient à la question de la comptabilité. Aujourd'hui, si les modèles des chaînes de valeur globales sont viables d'un point de vue économique, c'est quand même le thème de nos tables rondes, c'est parce que certains coûts sont invisibles. Si on introduisait tous ces coûts dans la comptabilité des entreprises, on se rendrait compte que la croissance continue, je reviens à la croissance, est le moteur de l'approche extractiviste vis-à-vis des pays les plus pauvres. Et donc, du coup, là, on voit très bien, on a dit tous le mot systémique, mais là, on voit très bien que, oui, on peut changer la compta, oui, on peut relocaliser, mais si on ne réduit pas la voilure, à mon sens, on ne donne pas la possibilité non plus aux pays du Sud de se créer des espaces de réinvention ou de retour, je dirais presque, à une économie locale qui ne serait pas simplement le réflexe de notre imaginaire de société hyperproductiviste et hyperconsumériste. Donc, oui, c'est fort ce que je dis, mais je pense effectivement que ce point sur la décroissance, il faut qu'on le dédramatise, qu'on arrive à dépasser la nature extrêmement chargée normativement, mais qu'on le reconduise aux limites planétaires, aux émissions de CO2, la carbonation de nos chaînes, mais aussi à l'extraction de matière. J'ai une collègue qui a développé une fresque de l'économie circulaire. Et pour donner à voir aux étudiants la quantité de matière, de ressources naturelles, or, argent, béton, tout ce que sert pour faire la construction, par an, c'est l'équivalent de 80 gigatonnes. Et ça correspond à un mur de 10 mètres de largeur. Ils ont fait les calculs avec un ingénieur, moi je serais nul, mais 10 mètres de largeur, 250 mètres de hauteur, et on devrait faire le tour de la Terre. Tous les ans, on extrait ça de notre planète. Donc, sans tomber dans le communisme, dans le social, mettons ça de côté. Chacun ses idéologies, et on n'est pas là pour en débattre. Mais si on prend en compte que ça, et le rapport GIEC, tout ce qui concerne émissions CO2, utilisation des énergies fossiles, on se rend compte, je pense, qu'il faut travailler à trouver les modèles économiques de la décroissance. Il y a des gens qui le font, il y a surtout des petits entrepreneurs, des petits acteurs qui n'ont pas le poids
de leur modèle qui s'y mettent. C'est sûr que c'est super intéressant d'un point de vue pédagogique, c'est important, ça donne de l'aspiration, mais pour que les grosses entreprises changent, on revient au point de la réglementation. Il faut une réglementation qui ose, il faut réinventer la compta, mais il faut aussi, et ça a été dit depuis longtemps, le créateur même du PIB, après 5-6 ans, il a dit attention, ça ne peut pas être un indicateur de la mesure de bien-être. Donc en fait, on voit comme tout est lié, mais oui, moi j'ose dire qu'il faut penser et co-construire les modèles de pensée et de vie de la décroissance, et je le dis en tant que prof en école de commerce, où les présupposés de ce qu'on enseigne, de comment on donnent comme tacite le fait que la croissance soit un bien en soi. Et après, à la fin des cours, ça c'est la vieille école, hein, le vieux modèle c'était à la fin des cours, de façon un peu normative, on disait « Ah, et en fait, il y a du social, il y a de l'environnemental ». Heureusement, on a aujourd'hui entamé, je peux le dire pour mon école, mais pour plein d'autres, on a entamé une véritable refonte de nos programmes et tout ça. Et il faut se former. Étudier le GIEC, c'est dur, hein, je l'ai fait. Apprendre toutes ces lois de la physique, mais qui sont complètement étrangères, c'est un devoir. En fait, hein. Ouais, non, mais on peut le faire même si on a simplement fait des études en économie et en gestion, on peut y arriver. Donc voilà, moi je pense que oui, il faut avoir le courage d'embrasser ce virage. François, je sens que vous vouliez parler. Après, je repasserai la parole à Pascal Durand, qui aura sûrement des choses intéressantes à nous dire aussi là-dessus. Oui, je pense que le premier rapport Meadows, il a été cité, c'était les limites de la croissance, déjà à l'époque. Un deuxième, quelques années plus tard, qui est moins connu, c'est qu'il n'y a pas de limite à la connaissance et à notre capacité d'apprentissage. Et en fait, on sait aussi, ça a été montré par tout un tas d'économistes, que les relations entre le nombre de dollars ou d'euros qu'on gagne et le bonheur qu'on ressent sont en partie linéaires au début. Mais très vite, il y a un plateau, voire en particulier quand il y a des inégalités, il y a un accroissement du mal-être, non seulement de ceux qui ont moins, mais aussi des autres. Parce que vivre dans une société qui est en tension, ça n'est pas spécialement agréable. Donc il y a cette notion de à quoi tout ça sert. Est-ce que c'est le bien-être ou est-ce que c'est uniquement la croissance purement économique et monétaire, c'est là où il faut vraiment s'interroger, quitte à se donner de nouvelles règles. Hein, je veux dire, déjà Aristote disait par exemple qu'il y a 3 formes de connaissances, à propos de connaissances qui peuvent grandir de manière infinie, épistémé, techné et phronésis. Donc épistémé, ça a donné la science, qui a cru exponentiellement depuis, techné, ça a donné la technologie, la capacité d'agir sur le monde, on sait très bien faire, et le troisième, c'est l'éthique de l'action. Et bizarrement, c'est celle qu'on a oubliée. Et donc, on a fait croître notre capacité à agir sur le monde, mais pas notre capacité à agir de manière éthique sur le monde. Et donc, on maximise nos rentabilités court-termistes et locales, et en fait, on se crée des problèmes de moyen long terme global. Et donc, on va tous collectivement dans le mur. Donc, on va pas du tout aller vers un modèle économique qui est durable, de toutes les manières. Donc, on a besoin de se réinventer. Et ça, effectivement, ça s'apprend. Et ça suppose de mêler les disciplines. Il faut que ceux qui pensent l'économie et la gestion comprennent aussi les limites physiques et chimiques de l'environnement et aussi prennent en compte les questions de santé. Et je pense que, juste pour donner des exemples très concrets, apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète versus s'exploiter soi-même, exploiter les autres et exploiter la planète, c'est un changement de paradigme. Mais ça peut commencer par des petits gestes simples. Si vous fumez, c'est mauvais pour vous. C'est mauvais pour les autres avec le tabagisme passif. Et le mégot, c'est l'un des pires polluants que vous pouvez relâcher dans la nature. Et en fait, toute surconsommation, toute addiction est mauvaise pour vous et forcément mauvaise pour la nature puisque vous surconsommez. Donc on voit bien qu'on peut systématiquement s'interroger et ça suppose d'interroger chacun de nos comportements individuels parce que quand on est addict, c'est parce qu'on a des caractéristiques biologiques et neurobiologiques qui sont manipulées parce que le sucre, l'alcool, le tabac, le sexe, etc., il y a tout un tas de choses qui étaient relativement rares hier, qui sont surabondantes aujourd'hui et qui font qu'on peut tomber dans des addictions. Donc ça passe par un changement de comportement individuel et des changements de modèle économique, de modèle de société. Alors Pascal Durand, puisque là on évoque en fait la prise en compte, vous êtes toujours avec nous. Je vous écoute avec une grande attention.
Alors, on évoquait là à l'instant en fait la prise en compte des limites planétaires. Alors, moi, je voudrais vous poser une question sur ce travail qui est en cours en Europe sur la taxonomie, ce travail de classification qui va permettre de déterminer des secteurs qui sont des investissements verts éligibles à des aides nationales et européennes et qui donc va pousser finalement les États à choisir des investissements qui sont compatibles avec la trajectoire globale des pays vers la neutralité climatique en 2050, donc vers la prise en compte justement de ces limites planétaires. Alors, est-ce qu'on ne peut pas considérer, ce faisant, que l'Europe, elle façonne clairement l'émergence non seulement d'un nouveau modèle économique, mais aussi d'un nouveau modèle de pensée? À chaque fois, vous me posez des questions j'ai l'impression qu'il faudrait développer pendant des heures. On revient toujours à la même question. On n'a pas des heures, mais... Les comportements, ouais, on va pas y passer là, j'ai bien compris. Mais évidemment que ça modifie le comportement, ça a vocation à modifier le comportement, ça a vocation à accompagner des comportements qui sont plus vertueux, mais et ça a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut aussi travailler sur l'imaginaire. Et quand on dit travailler sur l'imaginaire, ça veut dire tout simplement, par exemple, quand on parle de croissance et de décroissance, et on a tellement martelé dans l'imaginaire collectif, notamment des Français, enfin des pays occidentaux, mais des Français, on a tellement martelé le fait que l'emploi, le bien-être, la possibilité d'avoir, etc., tout ça était lié à la croissance économique et au développement du PIB, qu'on arrive effectivement à un moment où quand on parle de décroissance, les gens commencent à dire, mais attendez, il y a déjà des millions de chômeurs, j'arrive déjà pas à boucler la fin des mois, et en plus, vous n'avez pas. Donc, il y a un travail très important à faire sur l'imaginaire collectif. Ça a été dit tout à l'heure. Le PIB n'est pas et ne peut pas constituer l'indicateur unique. Déjà, d'ailleurs, le Parlement, l'Assemblée nationale l'a dit, sur un travail à l'époque d'Eva Sas. Donc ça a été fait, ça a été dit, ça a été répété. Il faut avoir de nouveaux indicateurs, mais il faut aussi faire en sorte que les gens ne soient pas soumis à une peur d'une transformation. On sait que la peur est un des freins majeurs à la transformation. Après, il y a aussi la question de l'accompagnement. L'accompagnement est très important, c'est-à-dire que moi j'entends, par exemple, quand on critique les gens qui roulent en diesel, etc., je l'entends très bien. Et bien sûr, et en tant qu'écologiste, je sais le mal que peut faire la pollution dans les villes, très bien. À côté de ça, je sais aussi qu'on a fait un modèle économique depuis les années 60-70 qui a créé des lotissements à 30 ou 40 km des centres-villes, qu'on a rendu tellement cher que de toute façon, les gens ne pouvaient plus y vivre. Ils sont obligés de partir à 30 bornes de leur lieu de travail. On leur a mis un centre commercial à 20 bornes de chez eux. On leur a mis une crèche, quand il y en a une, à 10 km, etc. Et donc, de fait, on a contraint les gens, même ceux qui veulent être vertueux ou qui n'avaient pas vocation à avoir, par exemple, 2 véhicules, voire maintenant 3 avec les enfants, dans des périphéries urbaines où il n'y a pas de transport en commun. On ne peut pas à la fois dire il faut que les gens arrêtent d'utiliser leur voiture, sortent d'un modèle qui est un modèle de pollution qui est lié aux énergies fossiles, et en même temps ne pas leur donner les moyens de pouvoir le faire, c'est-à-dire de pouvoir pas simplement relocaliser les emplois, mais de faire en sorte qu'on relocalise des services publics, des aides, etc. Bon, tout ce schéma-là, si je vous dis ça, c'est pas pour donner une leçon à qui que ce soit. Je veux tout simplement dire qu'il ne suffit pas de travailler sur un des aspects pour le résoudre. Il faut arriver, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une question de société au sens large. Tout le monde doit s'approprier cette question. Tout le monde doit travailler ensemble. Donc oui, le législateur doit accompagner, mais on doit accompagner pour beaucoup de choses. Par exemple, j'entendais tout à l'heure, et c'est vrai que l'économie circulaire ou une agriculture locale peut développer beaucoup plus d'emplois qu'une agriculture industrielle et intensive. On le sait. Mais pour que ça marche, il ne suffit pas de dire « je veux développer une agriculture locale, maraîchère ou de proximité ». Je dois aussi travailler, par exemple,
avec le Crédit Agricole, qui, quand il va y avoir 5 hectares qui se libèrent, va s'empresser de les donner à de financer celui qui a 150 hectares à côté, parce que tout simplement, lui, il a les garanties financières pour pouvoir acquérir ces 5 hectares. Et que le banquier, même s'il veut être vertueux, il se dit, finalement, moi, ce dont je veux être sûr, c'est qu'on me rembourse le prêt que je fais pour acquérir ces 5 hectares. Et donc, le rôle de politique, il est absolument majeur, parce qu'il faut, là, accompagner, par exemple, la banque en donnant des garanties aux jeunes qui veulent s'installer pour qu'on puisse créer une autre agriculture, un autre emploi, etc., un autre type d'approche. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la terre, c'est bon pour l'emploi et l'insertion des jeunes dans les territoires ruraux. Donc, là, par exemple, la défense de la ruralité, ça passe par ça. Et donc, la taxonomie, pour revenir à votre question, mais je vais être très bref là-dessus, la taxonomie, elle a vocation à donner des indicateurs de ce qui peut être un investissement vert et durable. On le voit d'ailleurs, puisqu'en ce moment, il y a un débat sur l'énergie. Est-ce qu'on doit inclure le gaz qui est plus vertueux que le charbon, donc comme une économie dans la taxonomie verte, parce que c'est une énergie moins polluante que l'énergie qu'elle voudrait remplacer. Donc ça, c'est une position, je ne la partage pas, mais c'est une position qui est défendue, et certains défendent le fait qu'on mette le gaz comme énergie de transition dans la taxonomie verte. D'autres, notamment les Français bien sûr, veulent mettre le nucléaire, au motif que le nucléaire est une énergie décarbonée, ce qui est vrai également, qui pour autant, à mon sens, n'en fait pas une énergie verte, pour beaucoup de raisons, notamment celle des déchets. Mais voilà, ces débats-là sont des débats qui sont des débats politiques, économiques, mais qui ont des conséquences, parce que la taxonomie va appuyer les indicateurs qui vont demain de permettre à des investisseurs ou à des entreprises ou à des consommateurs de savoir que tel investissement est vert. Et donc on a à prendre en compte beaucoup de choses. Lorsque j'entendais tout à l'heure, et c'est tout à fait juste également, que par exemple il faut donner un vrai coût. Alors il y a le coût social. Moi personnellement, je pense qu'il faut juste interdire de l'entrée au sein de l'Union européenne, comme on le fait pour certains produits chimiques, de tous les produits qui sont fabriqués dans des conditions qui ne respectent pas certaines conventions cadres de l'OIT, notamment le travail des enfants, l'esclavage, le travail forcé, etc. Notamment. Et ça, je pense que ça ne devrait pas entrer, point, à la ligne. Il n'y a même pas de débat là-dessus, ni de taxe, ni quoi que ce soit. Ça devrait rester dehors. Mais par exemple, sur le prix du carbone. Le prix du carbone, arriver à faire en sorte que ce que l'on produit à l'autre bout de la planète paye le juste prix de la pollution qui l'engendre, et avant d'entrer dans l'Union européenne, c'est un sujet là aussi majeur de politique, et c'est très compliqué à mettre en œuvre, parce que croyez bien que si demain on taxe des produits qui rentrent de Chine, la Chine va taxer les produits que nous exportons. Et j'aimerais voir à ce moment-là, notamment notre grande industrie du luxe, pouvoir, ou ne pas, demander à ce qu'on déroge sur certaines taxes d'importation pour pouvoir, eux, continuer à exporter leurs produits. Donc on est dans un monde qui est complexe, il bouge, il évolue, la taxonomie est une des clés, et nous essayons de faire en sorte qu'on construise comme ça ces clés. Mais je le répète, besoin de travailler ensemble à un imaginaire nouveau, à des solutions nouvelles avec les syndicats, avec les ONG, avec les consommateurs et naturellement avec les entreprises et leurs investisseurs. Merci beaucoup. Patricia, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Oui, le terme d'accompagnement est essentiel parce que moi j'ai une crainte, et on le voit sur le sujet de l'environnement, c'est qu'il y a une radicalisation des discours. Avec les réseaux sociaux qui peuvent dire tout et n'importe quoi, ça a été évoqué, et du coup, ce qui peut créer une fracture dans la société au sein de ceux qui se présentent comme les grands défenseurs de l'environnement et puis les méchants pollueurs. Et le poids des réseaux sociaux, le poids de la désinformation est très importante. Donc, en tant qu'avocate, moi j'ai toujours dit que je préfère une société où on est dans une responsabilisation, où chacun, quel qu'il soit, où qu'il soit, se responsabilise, plutôt qu'une société où on est sur de la responsabilité civile, pénale, administrative, où en gros c'est la peur du gendarme, la peur de la sanction administrative. Il faut les deux, il ne faut pas se leurrer. Si on veut accélérer les mouvements, le droit a vraiment sa raison d'être. Mais, et là, je dis aussi attention à l'instrumentalisation de l'environnement, à des mauvaises fins. Les jeunes sont très pro-environnement, très protection de la planète, très marche pour le climat. Attention, une heure de Netflix, c'est l'équivalent d'un an de consommation énergétique d'un frigo.
Vous avez des rapports du Shift Project et de l'ADEME qui mettent en avant le poids du numérique qui n'est pas appréhendé par les mêmes jeunes qui font leur marche pour le climat. Donc, que chacun regarde quelle est son empreinte, quelle est sa façon de vivre le monde avant de jeter l'opprobre sur l'entreprise, sur le voisin, sur l'autre. Donc c'est vraiment, moi, c'est un appel à la responsabilisation individuelle pour ne pas aller dans une fracture de la société pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et on en revient à l'éducation d'ailleurs. Hein. Alors, oui. Madame. Juste une chose, je suis d'accord, mais beaucoup d'études montrent aussi que si on devenait tous super vertueux à titre individuel, notamment en termes environnementaux, on pourrait rattraper que 25% du chemin. Donc, moi, je reste une personne de l'offre 22, effectivement, moins que 24, moins que 25. Je reste quelqu'un qui étudie les entreprises, l'offre et tout ça, sans pointer du doigt, mais il y a vraiment nécessité de repenser les modèles économiques de l'offre, parce que si on devient tous des Greta, que j'adore, on n'y arriverait pas. Parce que quand même Greta, quand elle met ses baskets, elles sont produites dans les chaînes de valeur globale avec toutes les externalités. C'était pas mon point, vous l'avez bien compris. Ouais, hein. mais c'est important de le dire. Parce que dire on est tous responsables, c'est une façon de autoculpabilisation collective et tout ça, mais mettons, hiérarchisons les efforts à faire. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Alors, il y a juste un sujet, est-ce qu'on arrive quand même à la fin de ce débat qu'on n'a pas encore évoqué, qui est celui du financement. Parce que dans le comment, il y a quand même beaucoup d'argent à injecter pour que ça puisse arriver. Emmanuel, vous avez... Non, je pense que pour le financement, on peut faire un peu la suite finalement de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'importance d'élargir le champ des personnes concernées. Que ce soit sur les questions environnementales, sociales, développement durable, etc. Souvent, on est dans un petit champ d'experts, une forme d'entre-soi. Nous, on le voit hein, dans les associations qu'on peut être amené, dont on s'occupe. On est essentiellement avec les directeurs du développement durable. Il se trouve que les directeurs du développement durable sont souvent assez convaincus par ces questions d'économie circulaire, ces questions sociales. Il se trouve aussi que c'est rarement les chefs des directeurs de la stratégie et des directions financières. Donc on voit bien qu'il faut que ça élargisse très au-delà. Et même si effectivement ces questions-là, elles sont peut-être plus dans les cœurs maintenant des enseignements notamment, on retrouve quand même un peu cette dimension. Moi, je vois dans beaucoup de manifestations, on peut être invité à s'exprimer. C'est la table des enfants ou l'économie choupette, quoi. C'est-à-dire, on va traiter, alors en général, c'est avec l'ESS, hein, on nous met avec, donc économie circulaire. L'ESS, on nous fait le social, l'environnemental, tout ça, c'est réglé. Et puis le reste du temps, on fait comme d'habitude. On a vu ça un peu avec le plan de relance, au fond. Il y a eu beaucoup de choses, mais enfin, il y avait le plan de relance et il y avait le plan de relance verte. Alors pourquoi c'est pas le même ? Enfin, si je vois à peu près pourquoi, mais donc voilà, l'idée c'est vraiment d'intégrer. Et c'est pour ça la question du financement, elle est là. On voit bien le lien social, environnemental, il est évident. Plus au niveau ressources, on a des attentes élevées, plus on crée de l'emploi de qualité, ça a été dit aussi. Et plus finalement on traite ça juste en version recyclage, fin de vie, etc., plus c'est pas de l'emploi de qualité. Donc on fait du lien entre le social, l'environnemental et les financements. C'est la taxonomie, il faut vraiment flécher. Alors bon, il y a des choses qui sont très bien, mais enfin sur la taxonomie, économie circulaire, on peut se poser quelques questions. Encore sur la façon dont c'est construit et puis la vision très parcellaire de l'économie circulaire telle qu'elle est actuellement construite dans le rapport qui est soumis à consultation, le fonds réparation, enfin tous ces sujets-là qui ont été abordés, comment on met vraiment les moyens. Il y a eu beaucoup d'annonces. Voilà, il y a l'indice de réparabilité. Derrière, on ne met pas les moyens pour réparer. L'indice de recyclabilité, derrière, c'est souvent recyclable, peut-être un petit peu moins recyclé. Donc voilà, là, il y a une question de moyens qui sont mis. Les fonds structurels européens, on est en train de créer les programmes. La relance, enfin voilà, quand on regarde même dans les plans, les prêts, etc., enfin, c'est pas forcément toujours les dynamiques les plus saines environnementalement qui ont été financées. Donc oui, il y a un vrai sujet de comment on met les moyens et comment on transforme vraiment l'économie. Alors, j'aime pas trop le terme greenwashing. J'ai entendu celui d'impact washing arriver, que je trouve un peu juste. Enfin, là, beaucoup impact, l'économie régénérative, plein de choses, les raisons d'être, etc. Enfin, derrière, il y a beaucoup d'annonces et encore une fois, comment ça déroule, quoi, dans un monde où tout le monde a l'air convaincu. Donc maintenant, il faut y aller en vrai. Et voilà, je pense qu'on regarde tous en ce moment le PLF, etc. Bon, il y a beaucoup d'annonces. Derrière, on voit que ça bloque encore un peu.
Et voilà, les financements, c'est une question de priorité, là, maintenant. Absolument. Alors, les financements, c'est au niveau local, c'est au niveau national, c'est au niveau européen, puis c'est au niveau international aussi. Alors, Moustapha, je me tourne vers vous, on va conclure ce panel. J'ai une question là qui est assez large et qui dit finalement comment faire converger donc, les agendas sociaux et environnementaux de chaque pays pour rendre l'économie actuelle, durable et verte. Alors, on est encore dans le comment, donc ceux qui nous regardent, qui posent cette question. Et dans le comment, il y a les financements, entre autres. Alors, au niveau international, comment vous voyez cette big picture pour la fin? Alors, le financement est important, mais ce n'est qu'une dimension de l'action collective au niveau international. Et les États se sont engagés et ont négocié des cadres multilatéraux, la Convention cadre sur le changement climatique, l'accord de Paris. Et il y a cet engagement des pays industrialisés à mettre à disposition des pays en développement une enveloppe de 100 milliards de dollars par an pour accompagner l'action en faveur du climat. Alors, c'est un engagement qui est aussi basé sur des principes qui guident cette action collective. C'est-à-dire que les États ont reconnu que nous avons un problème planétaire, notamment le réchauffement climatique, et que par rapport à ce problème, il y a une responsabilité commune, mais différenciée, et des capacités de réponse différenciées. Et donc, ce qui fait qu'il y a un besoin de coopération et de solidarité internationale, parce qu'au final, ça permet à tout le monde d'y gagner quelque chose. On prend l'exemple de l'efficacité dans l'utilisation des ressources. On sait que dans les pays industrialisés, il y a eu déjà beaucoup de progrès dans cet effort et que ce n'est pas évident pour les entreprises de faire mieux et beaucoup plus rapidement. Par contre, dans des économies émergentes où il y a encore beaucoup de marge en termes de productivité des ressources et du travail, il est possible d'investir des entreprises des pays industrialisés comme la France dans d'autres parties du monde et avoir des gains pour le climat. Et c'est ce qui explique les mécanismes de marché qu'on a depuis le protocole de Kyoto et qui est en train d'être discuté au niveau de l'article 6 de l'accord de Paris. Donc, ça fait qu'on a des possibilités de gagnant-gagnant. Mais pour en revenir au financement public, cet engagement de 100 milliards de dollars par an, il revient à chaque année. Et dernièrement, l'OCDE a indiqué que pour les chiffres de 2019, les États étaient près de 80 milliards de dollars. Donc, mais il y avait quand même 20 milliards de dollars sur le financement annuel. Ça progresse quand même d'année en année. Mais ça progresse. Hein. Depuis, on était sur 50 milliards juste avant l'accord de Paris et nous sommes près de 80 milliards. Donc il y a quand même une progression, mais toujours ce chiffre fameux de 100 milliards de dollars n'est pas atteint et il ne le sera pas, d'après ce que j'ai vu avant la prochaine conférence climat. Donc la crise sanitaire n'a pas donné une impulsion nouvelle là. Alors, elle a permis de générer un peu plus d'argent, parce qu'on a vu dans les plans de relance, hein, c'est 14 000 milliards de dollars qui ont été annoncés. On a estimé qu'il y en a 400 milliards de dollars qui sont alloués à des activités vertes. Mais si vous faites le total, c'est moins de 3%. Alors, ça pose la question, est-ce que vraiment cette volonté, elle est là, parce qu'on a vu comment les États ont réagi par rapport à la crise de la Covid-19. On a pratiquement mis l'économie à terre. Alors, est-ce que les États pourraient aller aussi loin pour le faire pour la question climatique? Est-ce que les entreprises, le monde du travail, la société est déjà prête à aller aussi loin? Donc, c'est des problématiques, mais nous sommes quand même sur une pente progressive et je pense que ce n'est pas une stagnation, hein, c'est les États, les entreprises, les syndicats ont cet agenda en commun et je pense qu'il y a une volonté d'action, mais c'est une question de cadence et d'échelle. Et est-ce que nous avons le temps? On n'a pas beaucoup de temps.
Écoutez, ce débat a été passionnant. Nous avons essayé un petit peu de refaire le monde, ou tout de moins de réfléchir à la façon de promouvoir un monde meilleur, respectueux de l'unique planète que nous partageons tous et porteur d'espoir pour tous ses habitants. L'urgence écologique impose, on l'a vu, de profonds bouleversements et elle aura des répercussions sociales de nature structurelle. Nous avons vu que le pouvoir normatif est essentiel pour faire avancer les acteurs, notamment les entreprises, et que l'impulsion donnée par le politique reste clé, ne serait-ce que pour dégager les financements nécessaires à cette grande transformation. Nous aurions pu débattre encore longtemps, mais le programme des rencontres du développement durable se poursuit, notamment avec des entretiens de patrons de grands groupes qui suivent. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je remercie tous nos invités et tous ceux qui ont participé derrière leurs écrans.